Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de ce webinaire. Je suis Caroline West et je représente l'Agence régionale de développement et d'innovation ainsi que le réseau Entreprises Europe. Aujourd'hui, notre objectif est de vous donner les clés de compréhension du programme Horizon Europe qui va financer les projets de recherche et d'innovation pendant les 7 prochaines années. Lors de la première session, nous nous sommes mis à la place du financeur européen pour comprendre sa stratégie et ses attentes. C'est vraiment un élément qui est essentiel pour bien appréhender la pertinence d'un projet par rapport au programme Horizon Europe. Si vous avez manqué cette première session, pas d'inquiétude, vous pourrez la rattraper en replay juste après cet événement. Dans cette session, nous allons vraiment entrer au cœur du programme Horizon Europe et nous allons répondre à la question que vous vous posez tous. Qu'est-ce que va concrètement financer l'Europe dans le cadre de ce programme Horizon Europe? Pour répondre à cette question, je vais être entourée de 4 experts des projets européens qui nous apporteront chacun un décryptage complémentaire de ce programme. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons vu que le programme Horizon Europe est composé de 3 piliers. Je vous propose de commencer tout de suite avec le pilier 1, avec l'aide de notre première experte, Marie Gampel. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Bonjour Caroline. Vous êtes chef du service transversal expertise et montage de projets au sein de l'Université de Lille et vous êtes également point de contact national du Conseil européen de la recherche. Marie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que soutiendra le programme Horizon Europe dans le cadre du premier pilier, qui est le pilier excellence scientifique? Oui, alors je vais reprendre un petit peu les éléments qu'Emmanuel a présentés dans la première session. Et on va entrer dans les détails des 3 programmes qui sont financés dans ce premier pilier. Il y a le programme du Conseil européen de la recherche, qui est donc un programme qui est destiné à financer des projets de recherche exploratoires à la frontière de la connaissance et qui sont des projets en général plutôt individuels. Ce sont des projets qui sont, c'est un programme qu'on dit blanc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez retrouver cette expression bottom-up, c'est-à-dire que le chercheur choisit sa thématique de recherche librement, il ne s'inscrit pas dans un cadre fixé par la Commission européenne, et c'est ouvert à tous les domaines de la science et de la technologie, y compris les sciences humaines. Et le seul critère d'évaluation, c'est l'excellence scientifique. L'excellence du candidat, de son parcours scientifique, mais également l'excellence du projet de recherche que le chercheur va proposer. Alors, il y a différents instruments, j'ai vite précisé, il y a différents instruments de financement qui sont financés en fonction en fait de l'avancée de la carrière du chercheur. Donc, on va financer les jeunes chercheurs qui vont avoir le statut de starting entre 2 et 7 ans d'expérience après la thèse, de consolidator 7 à 12 ans d'expérience après la thèse, et les chercheurs qu'on dit advanced sont les chercheurs seniors. Il existe 2 autres instruments, un instrument qui s'appelle le programme Synergie, qui ne sera pas ouvert dans le programme de travail 2021, mais cours 3 dès 2022, où là, on va associer des chercheurs exceptionnels pour un projet de très grande envergure. Et enfin, un dernier instrument qui s'appelle le Proof of Concept, qui est réservé aux lauréats du programme ERC. Donc ensuite, le second programme financé, c'est le programme Les actions Marie Sklodowska-Curie, où là, on va s'adresser plutôt à renforcer le potentiel de recherche européen et on va s'attacher à favoriser le développement de carrière des chercheurs, alors quel que soit leur stade de carrière, et on va encourager le développement de ces carrières via la mobilité des chercheurs. Donc, il y a cette nécessité de mobilité transnationale et également mobilité intersectorielle. Et c'est également de favoriser donc des synergies entre les différentes populations européennes. Donc, on parlait d'intersectoriel, mais c'est aussi la participation du grand public à la recherche. Alors, il y a cette règle de mobilité transnationale qui est très importante et il faut savoir que ça s'adresse
à la fois à des candidats qui sont dans les pays européens ou associés, mais des mobilités dans les pays tiers sont également considérées. Il y a énormément d'actions qui sont financées, à la fois des actions individuelles, également des projets collaboratifs et des programmes de formation. C'est le programme CoFound. Donc, tous les stades, je le disais, sont considérés, tous les niveaux de compétences également et toutes les nationalités de candidats. Le troisième programme qui est financé, c'est le programme infrastructure de la recherche. Donc, en fait, ce qu'on appelle les infrastructures de la recherche, c'est toutes les installations qui vont fournir à la fois des ressources, mais également des services et qui sont utilisées par les communautés de recherche pour mener leurs travaux et favoriser l'innovation dans les domaines scientifiques. Alors, ça peut avoir différents aspects. C'est à la fois un regroupement d'équipements et de ressources et d'instruments. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des ressources cognitives, c'est-à-dire des collections, des archives, des bibliothèques scientifiques. Et puis, ça peut être également des infrastructures virtuelles, comme les bases de données ou les systèmes d'information. Donc, ça va regrouper un certain nombre de choses. Et l'objectif, c'est d'organiser ces différentes ressources et de les mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté européenne et de contribuer au rayonnement européen dans le monde en s'appuyant sur toutes ces infrastructures de recherche. Merci beaucoup Marie. Est-ce que vous pouvez nous dire si les chercheurs sont les seuls concernés par ce pilier excellence scientifique? Alors non. Je le disais, ça touche l'ensemble des secteurs de la recherche et de l'innovation. Donc, particulièrement sur les infrastructures de recherche, l'ambition, c'est de donner accès également à l'industrie, à toutes les infrastructures qui existent en Europe. Et puis, pour les actions Marie Curie, il y a vraiment cette idée de l'intersectoriel et de l'idée que les chercheurs vont bénéficier d'un regard plus aiguisé pour développer l'innovation en Europe s'ils bénéficient d'un parcours à la fois dans le secteur académique et dans le secteur privé. Donc la participation des entreprises est fortement encouragée au programme Marie Curie et notamment les PME. Merci Marie. Et concernant le public académique, est-ce qu'il y a des opportunités pour eux ailleurs que dans le pilier 1 ? Alors oui, ça va être présenté par les autres intervenants dans les autres piliers. Évidemment, l'avantage de ce pilier excellence, c'est que ce sont des programmes blancs. Donc, ça implique que le chercheur a la liberté de développer un projet et de l'inscrire dans un panel d'évaluation qu'il va sélectionner, mais il choisit la thématique. En revanche, les chercheurs académiques ont également la possibilité de participer à des projets collaboratifs qui vont être financés dans les autres piliers et de développer des projets qui vont plus avoir une visée vers le marché, l'innovation. Et donc, il y a des niveaux en fait de positionnement en fonction de si la recherche est dite exploratoire très en amont, mais dans les projets financés dans le cluster, dans le pilier 2, il y a par exemple possibilité de participer à des projets collaboratifs avec des entreprises, mais avec un positionnement académique pour le partenaire. Le seul point de vigilance, c'est toujours de bien vérifier justement quelles sont les attentes du programme lorsqu'on souhaite y participer. Très bien. Merci beaucoup Marie pour cet éclairage et vous m'avez finalement aidé à faire la transition vers la suite de cette session. Marie, on vous retrouvera à la fin de la session pour la session de questions-réponses. Et on va avancer dans notre découverte du programme Horizon Europe en nous attaquant maintenant au pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, avec nos deux experts suivants, Madame Emmanuelle Klein et Monsieur Pierre Pacaud. Alors Emmanuel, Pierre, vous êtes tous les deux représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et vous êtes également points de contact nationaux. Ce pilier 2, on l'a vu, il est beaucoup plus orienté vers des thématiques et vers des secteurs, notamment avec ces fameux clusters dont on a entendu parler rapidement dans la première session. Je vais commencer avec vous, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le contexte de ce pilier 2 et des clusters et finalement, quelles seront les spécificités des projets financés dans le cadre de ce pilier 2 ?
Emmanuel, allumez votre... Le micro, il est activé, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu, Horizon Europe et ses trois piliers, et chacun de ces piliers a ses particularités. Donc, Marie nous a expliqué les particularités du premier, et là, je vais avec Pierre, on va vous expliquer les particularités du deuxième pilier. Donc, le deuxième pilier s'organise autour d'enjeux sociétaux et scientifiques, avec plusieurs thématiques identifiées par des clusters. Donc, il y a 6 clusters dans le pilier 2. Le pilier 2 finance des projets collaboratifs uniquement. Donc là, il n'y a pas du tout d'appel mono-bénéficiaire, c'est uniquement des projets multi-partenaires. Et à l'inverse du pilier 1 qui est bottom-up, encore du jargon européen, ce pilier 2 est top-down, c'est-à-dire que les thématiques sont imposées. Vous n'avez pas la liberté de répondre à un projet tel que vous souhaitez qu'il soit défini. Vous répondez à une commande de la Commission européenne et à une commande précise. Les projets sont en général très multidisciplinaires et multisectoriels, c'est-à-dire qu'il va y avoir association de plusieurs thématiques scientifiques, enfin, de plusieurs domaines scientifiques au sein d'un même projet, et aussi l'association du public, du privé, d'entreprises, de grands groupes, de PME, d'associations, d'instituts techniques, enfin de tout partenaire possible. Et ça finance différents types de projets, de la recherche la plus amont, mais qui reste quand même assez appliquée quand même. On ne fait pas trop de fondamental dans le cluster, dans le pilier 2, jusqu'à des actions d'innovation, donc pour financer des projets de démonstration ou des pilotes. Alors, on le voit à l'écran, hein, les sujets sont finalement très vastes. On voit la liste, on a santé, on a culture, créativité. Nous, on va forcément se poser la question de quelles sont les grandes orientations dans chacun de ces clusters. Et je vous propose de les parcourir ensemble et de les décortiquer un à un, en commençant par le cluster 1, santé. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les sujets dans le domaine de la santé qui vont être couverts par Horizon Europe? Voilà, donc avec Pierre, on s'est réparti un peu les thématiques. On n'est pas spécialiste de tout, donc on va essayer de vous résumer les grandes lignes de chaque cluster. Donc pour le domaine santé, il y a différentes approches. Donc la première approche, c'est la santé tout au long de la vie, c'est-à-dire de la prévention jusqu'au traitement, du prénatal jusqu'aux personnes âgées, qui prennent en compte justement comment promouvoir la santé auprès des citoyens européens et au-delà. Et ça couvre de la recherche de la plus fondamentale à la plus appliquée. Ensuite, on a une deuxième thématique sur les déterminants environnementaux et sociaux en matière de santé. Donc, quels sont les facteurs de risque pour la santé et comment comprendre comment cela interagit pour la santé. Une troisième approche sur les maladies non transmissibles et sur les maladies rares. Une thématique aussi sur les maladies infectieuses, du diagnostic, donc là ça prend tout son sens dans cette période actuelle, du diagnostic au traitement jusqu'à la vaccination, donc comment comprendre, prévenir et traiter à toutes les échelles physiologiques, de la molécule jusqu'à l'organisme. On a quelque chose aussi sur les outils technologiques, notamment l'approche numérique en santé, donc toutes les données de santé, des solutions numériques sur les suivis des maladies, des dispositifs médicaux, et enfin des systèmes de soins de santé qui traitent plus de l'économie de la santé, donc une approche un peu plus appliquée de l'approche de santé. D'accord. Alors, on va faire le même travail pour le pilier 2, pour le cluster 2, ensemble, Emmanuel. Donc, ce cluster 2, culture, créativité et société inclusive. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quels seront les grands thèmes, les grands mots-clés de ce cluster? Voilà, ce cluster, il est à défaut nommé sciences humaines et sociales, mais pour moi, ça va un peu au-delà. C'est un peu réducteur, cette approche uniquement de sciences humaines et sociales. C'est effectivement, les acteurs des sciences humaines et sociales se retrouvent beaucoup dans ce cluster, mais ils doivent aussi aller voir dans d'autres clusters parce qu'il y a d'autres thématiques qui sont dans d'autres clusters. Et là, il y a plusieurs mots-clés. En fait, il y a le mot-clé de démocratie et gouvernance, avec justement le fait de refonder la confiance dans
dans les processus européens. Quelle est la légitimité européenne? Quels sont les processus participatifs qu'on peut mettre en place au niveau de la citoyenneté européenne? Donc, quelle est la citoyenneté européenne, la culture européenne pour la promouvoir et la défendre également? Une deuxième partie importante, c'est le patrimoine culturel et les industries culturelles et créatives. Donc, sur le patrimoine culturel, ça sera plus les sciences du patrimoine, donc les techniques de préservation face au changement climatique, par exemple, des techniques de reconstruction, etc., avec aussi l'approche numérique, très importante. Et les industries culturelles et créatives, c'est quelles sont les nouvelles formes de diffusion, l'innovation pour la communication autour de la culture européenne. Et enfin, la troisième grande partie, c'est les transformations socio-économiques de la société européenne pour la durabilité. Donc là, avec la prise en compte des objectifs de développement durable, donc c'est un volet social et économique. Donc les mots-clés, c'est emploi, gestion des inégalités, concurrence, productivité, protection sociale, inégalité, etc., etc. Comportements individuels et collectifs, comment ces comportements peuvent changer pour une société plus durable. Voilà pour le cluster 2, définitivement, sur les piliers et les clusters. Donc, je vous laisse la parole et je vous retrouve pour le cluster 6. Merci Emmanuel. Alors Pierre, ça va être à vous de nous parler du cluster 3, sécurité civile pour la société. Quel thème peut-on attendre dans ce cluster ? Bonjour Caroline, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Alors effectivement, pour le cluster 3, donc 1,2 milliard d'euros sur 7 ans, on retrouve un ensemble d'appels à projets sur un ensemble assez cohérent autour de ces aspects de sécurité civile, les aspects de résilience très importants, capacité à retrouver le mode de fonctionnement normal, les catastrophes, intervention d'urgence, ça c'est une part très importante du programme. Donc on étudie ces attaques, ce sont des attaques sources naturelles ou artificielles. Non seulement on étudie chacune d'elles, mais également le mélange entre plusieurs sources et les effets de cascade, les aspects de coopération entre les services nationaux lors des interventions d'urgence par exemple, les aspects de prévention, de traitement et de résilience à long terme. La gestion intégrée des frontières, qui est aussi à considérer, et à la fois sur un aspect de protection des personnes, avec notamment le contrôle de flux de migrants, et puis aussi les biens, avec les contrôles douaniers de conteneurs par exemple. La protection des espaces publics et des infrastructures critiques, un travail sur les attaques physiques ou cyberattaques, visant tout ce qui ne doit pas tomber en panne, ou les installations à risque, par exemple les transports, les sites Céveso, les réseaux téléphoniques par exemple. La lutte contre le terrorisme et le crime organisé, coopération entre les polices, les technologies d'aide, par exemple pour la surveillance, en particulier pour la surveillance, sachant évidemment que l'enjeu ici est de trouver le bon équilibre entre la surveillance et les libertés individuelles, ce qui en fait un vrai sujet de recherche. Et enfin, les aspects de sécurité, de cybersécurité en particulier, qui traitent de la protection des réseaux informatiques face aux attaques visant les États et les citoyens. Et c'est aussi dans cette partie-là, dans cette série d'appels à projets, qu'on traite de la protection de données personnelles, de la qualité d'information et de la lutte contre les fake news. Voilà, un aperçu forcément très rapide de ce cluster 3. Merci Pierre. Alors ne vous inquiétez pas, on a le temps de rentrer dans les détails de chacun de ces clusters. J'ai une dernière question sur ce thème-là. Est-ce que les actions militaires sont traitées ici et comment également sont traitées les libertés individuelles ? Alors, les actions militaires ne sont pas traitées ici, puisque en fait, les actions militaires ne sont pas traitées dans Horizon Europe de façon générale. Il y a d'autres programmes en dehors qui traitent ces aspects-là en particulier. Donc là, on est vraiment sur la protection civile. Et sur les aspects de liberté individuelle, c'est la grande fierté de l'Europe, finalement, d'assurer la sécurité sans mettre à mal ces aspects de liberté individuelle. Donc, par exemple, les aspects de surveillance, peut-être qu'on a pu en parler très brièvement, ces aspects de surveillance se font vraiment avec le respect de la vie privée. Parfait. On va passer au cluster 4, numérique, industrie, espace. Alors là, on a 3 grands thèmes réunis dans un seul cluster. Est-ce que vous pouvez encore une fois nous aiguiller sur les thèmes ? Alors, c'est un très gros cluster, celui-là. Il fait à peu près 13,6 milliards d'euros sur 7 ans. Il regroupe plusieurs thématiques, grande thématique qui était auparavant dans l'axe primauté industriel de H2020, pour ceux qui connaissent bien H2020. Alors, il y a une première partie qui se trouve plutôt à gauche du slide, qui est tout ce qui est domaine industrie. Donc, la circularité des ressources, par exemple, ou comment imaginer des écosystèmes où les déchets d'une industrie servent pour une autre industrie.
Les aspects de fabrication écologique et flexible, très important également. Donc, on vise ici la fabrication zéro défaut pour éviter, pour faire le moins de déchets possible. Et puis aussi des processus de production que l'on peut facilement configurer ou réadapter à la demande. Les approches innovantes pour la construction. Alors, par la construction, on entend ici plutôt le génie civil et le bâtiment. Donc, les outils flexibles, automatisés pour suivre la santé du bâtiment ou pour faire de l'inspection automatique, par exemple, des grands ouvrages. Les matières premières pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Alors là, c'est les aspects de mines durables, par exemple, innovantes, suivi des activités d'exploration en mer profonde, par exemple. Les matériaux verts, durables, au service de la société, comme les plastiques recyclés, les matériaux très légers pour le transport, par exemple, les nouveaux matériaux pour la nanoélectronique verte, etc., etc. Et la compétitivité industrielle, un peu plus générique, mais ici, l'objectif est évidemment de plus d'efficacité, moins de déchets et moins d'énergie consommée. Ça, c'était le premier aspect industrie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de topics, il y a beaucoup de sujets. Les aspects numériques, alors extrêmement importants, assez diffus finalement dans l'ensemble du cluster. Alors avec des sujets qui sont plus particulièrement autour de 3 grands lots, on va dire. Le premier, c'est la donnée et les puissances de calcul. Alors bien sûr, le partage de données, toujours avec comment avoir un bon partage de données avec des bonnes conditions d'accès. La puissance de calcul avec des moyens européens, ça c'est très important aussi. Alors autant sur les aspects algorithmes que matériels. Comment faire du calcul au plus proche des objets aussi, éviter le tout cloud et pour éviter notamment de surcharger les réseaux et alléger la facture énergétique. Il y a une deuxième partie dans le numérique, c'est tout ce qui est technologie d'avenir. Alors là, il y a vraiment énormément de sujets qui sont importants en fait pour l'Europe, pour apporter de la croissance, de l'emploi, la puissance industrielle, etc. Donc là, on retrouve dedans le 6G, les processus à ultra faible consommation, l'intelligence artificielle, le graphène, quantum, photonique, etc. Il y en a vraiment énormément. Et puis le rapport à l'humain, ça c'est très important également sur le numérique. C'est tous les aspects IHM, 3D, apprentissage, intelligence artificielle de confiance. Comment faire une intelligence artificielle de confiance, ça c'est tout un sujet. Et justement, par exemple, sur cette intelligence artificielle, on voit qu'elle est répartie sur de très nombreux sujets, alors que les autres technologies font peut-être plus appel à des appels dédiés. Et puis il y a une troisième partie qui est un peu plus, on va dire, spécialisée, un peu plus ciblée sur le domaine espace. Donc là, vous le trouvez plutôt à droite de la planche, avec la protection des infrastructures spatiales. L'idée est de protéger les satellites des débris spatiaux ou des attaques d'autres satellites offensifs, comme ça risque d'être le cas à l'avenir. Les données spatiales, de façon générale, générées par Copernicus et Galileo, et qui sont amenées à générer des applications ou des services dédiés. La prochaine génération aussi de Copernicus, EGNOS et Galileo pour la navigation, l'observation, les services, la communication et la surveillance spatiale, notamment pour permettre de connecter dans des zones mal desservies, les nouvelles générations Internet, etc. Et puis, le dernier aspect, c'est les lanceurs, satellites, activités en orbite. Là, l'idée, c'est d'avoir et d'assurer, de continuer à assurer finalement un accès autonome de l'Europe et de préparer la nouvelle génération des lanceurs, Ariane, Vega et aussi les petits lanceurs, notamment pour contrer la concurrence de plus en plus forte des États-Unis et bientôt de la Chine. Voilà pour le cluster 4, ça va très vite, évidemment. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets. Et Pierre, concrètement, si je me permets une question sur ce cluster, est-ce que les appels à projets seront très distincts par rapport à ces 3 thématiques numériques, industrie ou espace, ou est-ce qu'ils pourront mêler ces 3 thématiques ? Alors clairement, les 2 premiers, industriel et numérique, sont très liés. Le numérique, on le trouve vraiment de partout, évidemment. Et d'ailleurs, on le trouve en dehors du cluster 4. On le trouve beaucoup après dans les applications. Ici, on travaille plutôt sur, on va dire, les technologies un peu fondamentales, les technologies clés. Alors vous avez vu, il y a des appels qui sont très dédiés, mais c'est vrai que le numérique se retrouve un petit peu de partout. La partie espace est quand même assez à part. Vous avez vu, ce sont des applications en particulier qui ont un lien avec les autres aspects du cluster, mais quand même relativement indépendantes. Merci. Je vous propose de continuer avec le cluster 5. On va faire exactement le même travail sur les aspects climat, énergie, mobilité. À vous, Pierre. Oui, alors un très gros cluster également, 13 milliards 5 sur 7 ans. Alors, il y a une partie qui est très importante, évidemment, qui a un peu moins d'appel, ce sont le climat et plus particulièrement les sciences du climat. Le climat, évidemment, l'impact climatique se retrouve vraiment de partout. C'est un aspect clé du Green Deal et de la politique européenne sur sur la durée 2021-2027. En revanche, il y a dans ce sciences du climat des appels plus dédiés sur comment acquérir les connaissances nécessaires pour permettre
les voies de décarbonation efficaces. Donc ici, on cherche à accélérer évidemment l'adoption de mesures climatiques, autant sur l'atténuation que l'adaptation, en améliorant la connaissance du système climat-terre. Donc on est plutôt sur des sciences, on va dire, plus fondamentales. Et puis ça contribue évidemment aux principales évaluations internationales, telles que le GIEC que tout le monde connaît. Une deuxième partie qui est plutôt au centre de la planche, c'est toute la partie énergétique. Alors évidemment, c'est un aspect clé sur les aspects de décarbonation. Alors il y a soit les solutions axées sur l'offre, et on cherche ici à rendre l'énergie plus propre, plus sûre, plus compétitive, et surtout par le biais de solutions d'énergie renouvelables, évidemment. Donc renouvelable, on sait faire, mais tout l'enjeu est de les faire plus rentables et plus fiables, évidemment, en travaillant aussi sur des réseaux énergétiques plus flexibles et des solutions de stockage, sans oublier les aspects de CCUS, donc de captation, stockage et utilisation de CO2. Et puis la deuxième partie sur l'énergie, c'est évidemment des solutions axées plutôt sur la demande, où on cherche à décarboner le système énergétique, donc avant tout améliorer l'efficacité énergétique, avec deux applications, en particulier le parc immobilier, ce qu'on voit sur la planche comme le bâtiment, donc là sur ce cluster-là, c'est le bâtiment, mais d'un point de vue avant tout énergétique, et puis les aspects industriels, d'efficacité énergétique dans les processus industriels. Donc ça, c'est toute la partie énergie, très importante. Il y a une autre partie aussi très importante dans le cluster, qui est sur les aspects de mobilité. Ça, vous le voyez plutôt à droite de la planche. Alors là, on retrouve tous les aspects modaux, tous les transports modaux, de l'aviation en complément du partenariat aviation qui mobilise un budget important. Les transports routiers zéro émission, donc là, il faut comprendre le véhicule, avant tout, le véhicule hydrogène, le véhicule électrique, avec un focus en particulier sur les enjeux sur le poids lourd, mais également sur le véhicule routier. Le transport maritime, là aussi, zéro émission, avec quelques appels quand même sur les aspects digitaux et manufacturing, mais très tournés vers les technologies de propulsion à zéro émission de CO2 ou faible émission de CO2 et faible émission polluante. Les aspects ferroviaires ne sont pas représentés ici puisqu'ils font partie d'un partenariat qui était dédié. Et puis, des appels transverses sur l'impact de l'environnement sur l'environnement et la santé humaine. Avant d'atteindre le zéro émission, on a à gérer un certain nombre d'aspects, notamment sur la qualité de l'air. Le deuxième grande partie sur les aspects de mobilité, ce sont les services de mobilité, évidemment. Donc là, on n'est pas sur le transport sur chacune des voies de transport, mais plutôt sur des aspects plus transversaux, comme le véhicule connecté et autonome. Alors ici, il est traité à la fois sur le véhicule lui-même et sur l'infrastructure qui va avec et sur les services et sur toute finalement la partie comment améliorer les services de mobilité via le véhicule autonome. Donc on traite de toute la chaîne de valeur, très tournée et quasiment que tournée sur les véhicules routiers. Les services intermodaux, là on est plus centré sur les aspects de logistique vers l'internet physique à terme dont on parle. Et puis la sécurité et la résilience, là on est plutôt sur des activités un peu plus transverses qui balayent un peu tous les domaines de transport, sur les aspects de matériaux, de résistance par exemple au feu, etc. Et puis, alors vous retrouverez une autre partie, en fait, plutôt à gauche de la slide, en bas à gauche, où là, ce sont ce qu'on appelle les aspects cross-cutting. Donc là, c'est quoi? Ce sont des appels à projets qui touchent des domaines qui sont très communs entre les aspects d'énergie et de mobilité. Alors bien sûr les batteries, ça vous parle tous évidemment, donc où est traitée toute la chaîne de valeur, des matières premières jusqu'au recyclage, à l'exception des applications elles-mêmes qui sont traitées dans les sujets dont je vous ai parlé très brièvement précédemment, assez tournées vers le transport quand même. Les aspects de ville, alors là, ville plutôt quand même abordé sur l'aspect d'énergie et de mobilité. Alors, par exemple, sur les aspects d'énergie, les réseaux, l'intégration des ENR, etc. Sur l'aspect de mobilité de personnes, transport public, mobilité partagée, la mobilité douce, comment on l'intègre dans l'aménagement urbain, etc. Et deux autres petites parties, peut-être un peu plus restreintes en termes de taille, les technologies de rupture. Là, on est finalement sur les technologies plutôt énergétiques et qui traitent finalement de suggestions et de propositions un peu plus bottom-up peut-être que les autres sur toutes les technologies de l'énergie, mais qui ne sont pas abordées vraiment sur des gros appels à projets. Et puis l'engagement citoyen également, les aspects SHS, toujours en rapport avec la ville. Merci beaucoup Pierre. On va revenir à vous Emmanuel pour disséquer ce dernier cluster, ce 6e et dernier cluster. Alors là, on nous parle d'alimentation, de bioéconomie, de ressources naturelles, d'agriculture et d'environnement. Il va vraiment falloir que vous nous aidiez à comprendre tout ce qu'on peut retrouver dans ce cluster, Emmanuel. Oui, dernier cluster et non des moindres, évidemment. Je détiens encore le record du titre le plus long
dans Horizon 2020, j'avais des titres à rallonge et dans Horizon Europe, j'ai aussi le titre le plus long pour les clusters. Donc, comme vous l'avez dit, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Au départ, il devait s'appeler alimentation et ressources naturelles, qui englobait le tout, mais les représentants de chaque domaine ont voulu mettre leurs mots-clés, bioéconomie, agriculture, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est que justement, ça regroupe deux champs qui, le cluster 6 considère toute la biosphère, en gros, toute la production primaire et toute l'utilisation qui en est faite. Et donc, on commence le cluster 6 met en évidence notamment la biodiversité et les services écosystémiques, donc en lien notamment avec la stratégie européenne pour la biodiversité, qui est une émanation du Pacte vert du Green Deal. Donc, comme l'a dit Julien Guerrier en première session, c'est vraiment comment le programme Horizon Europe peut contribuer à des avancées sociétales et de transformation via la recherche et l'innovation. Donc, sur la biodiversité, on va aborder plusieurs choses. C'est comprendre le déclin de la biodiversité en termes de connaissances scientifiques, valoriser et restaurer les écosystèmes, quelle est la part de comment valoriser la biodiversité en production primaire, c'est-à-dire diversifier les sources, les espèces dans l'alimentation et dans la production primaire, comment changer les systèmes en faveur de la biodiversité dans les systèmes économiques actuels, et enfin des soutiens aux politiques publiques qui traitent de biodiversité, avec notamment le soutien, comme le GIEC, à l'IPBES, qui est, comme vous le savez, le GIEC de la biodiversité. La deuxième partie qui est très importante dans ce cluster, c'est la partie systèmes alimentaires durables. Donc, les systèmes alimentaires, c'est depuis la production primaire, donc l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, la forêt, l'élevage, jusqu'au consommateur. Donc, comment le consommateur va choisir ses aliments, les régimes, la nutrition, en passant par la transformation, donc impliquant les industries agroalimentaires de transformation. Et donc là, c'est en application et en soutien à la stratégie Farm to Fork de l'Union européenne, donc de la fourche à la fourchette, en français. Et donc, ça va inclure tout ce qui est changement de système, donc avec notamment un gros focus sur l'agroécologie, donc comment se passer des pesticides, changer les systèmes pour aller vers un mode plus agroécologique, donc sur l'utilisation des processus naturels pour une production primaire. Ensuite, on a des domaines qui vont être un peu moins financés, je pense, qui sont plus... Mais bon, on verra quelle est la répartition des budgets. Donc, ce qui est important, c'est la considération d'un environnement sain et de zéro pollution, avec des focus notamment sur l'eau douce, sur les sols, sur les mers et les océans, et aussi sur les performances environnementales des produits et des procédés de l'industrie, en rapport avec le cluster 4 ici. Ensuite, on va aborder le thème de la bioéconomie. Donc, c'est vraiment la stratégie bioéconomie qui existe depuis 2012, je crois, en Europe, qui a été refondée en 2017 ou 2018. C'est comment développer, et je sais qu'dans les Hauts-de-France, il y a un gros pôle de compétitivité sur ce sujet, donc ça doit intéresser beaucoup d'acteurs ici. Donc, c'est vraiment le développement des produits et des services biosourcés. Et on a notamment des focus sur la forêt et la blue bioéconomie, donc la bioéconomie bleue. On a ensuite une thématique sur l'économie circulaire, donc comment assurer la transition vers des écosystèmes d'entreprises qui utilisent l'économie circulaire, avec le développement de systèmes territoriaux. Donc là, c'est vraiment les territoires qui vont être en première ligne sur le développement de l'économie circulaire, avec différents secteurs qui seront considérés, notamment le plastique, la construction, le textile, etc. Ensuite, il y a comment les terres, enfin les territoires, les zones côtières, les océans peuvent participer à l'action climatique, notamment en proposant des solutions adaptées pour l'adaptation au changement climatique, mais aussi l'atténuation du changement climatique. Par exemple, la séquestration du carbone dans les sols ou dans les forêts pour atténuer le changement climatique. Enfin, on a une partie de développement des zones rurales, côtières et urbaines. Donc là, c'est pour le dynamisme, l'emploi, la formation et les aspects socio-économiques de ces zones qui sont au départ, le cœur, c'est les zones rurales et côtières, mais on a aussi considéré les zones urbaines, notamment les interactions périurbaines.
Et enfin, on a des aspects transversaux sur comment se saisir des observations environnementales pour toutes ces thématiques, des solutions numériques, effectivement, et des gouvernances innovantes pour assurer la transition vers une économie plus juste en Europe. Voilà, j'en aurais terminé pour ce cluster. Merci Emmanuel. Alors pour conclure sur ce pilier 2, si j'ai bien compris, donc dans les clusters, finalement, il y a de la place pour tout type d'acteurs. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a le spectre de la recherche est très vaste et du coup, c'est ouvert à tout type d'acteurs, des académiques, des universitaires, des petites entreprises, des grands groupes, des associations. Il y a même parfois dans Horizon 2020 des agriculteurs qui participent. Donc vraiment, c'est ouvert au plus grand nombre d'acteurs. Merci Emmanuel Klein, merci Pierre Paco. On vous retrouve à la fin de cette session aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs. Je ne sais pas quel est le meilleur terme aujourd'hui. Alors, on vous a donné énormément d'informations, énormément de mots-clés sur ce pilier 2. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais en tout cas, ça nous paraissait vraiment important de vous donner les grandes thématiques, les thèmes clés, pour que vous puissiez, vous, identifier des opportunités pour vos projets. Alors, on va avancer dans le programme Horizon Europe pour décrypter le dernier pilier, le troisième, avec notre quatrième intervenant, Jérôme Billet. Jérôme, vous êtes point de contact national PME et vous accompagnez quotidiennement des entreprises dans leurs projets, dans leurs démarches à l'Europe. À quoi doit-on s'attendre avec ce pilier 3? Quel en est l'état d'esprit? Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'état d'esprit, on est quand même dans une forme de continuité. Et pour preuve, dans Horizon 2020, on est encore dedans, on parlait de, si on prend le cas de l'EIC Accélérateur, on parlait de la dimension pilote. Donc, ça veut dire que la fin d'H2020 sur l'accélérateur était finalement considérée comme une phase d'apprentissage, un cours d'apprentissage pour mieux le dupliquer dans le cadre d'Horizon Europe. Et on y vient, c'est vraiment ce qui est fait dans le cadre du pilier 3. Continuité aussi, puisque dans le cadre, il y a eu une forme de révolution dans Horizon 2020. Alors, on ne va pas parler du passé, mais ça permet de comprendre aussi ce qui est en train de se dessiner sur Horizon Europe. Il y a un instrument qui a été créé au lancement d'Horizon 2020, donc en 2014, qui s'appelait instrument PME. Et dans l'histoire des programmes cadres, finalement, c'est la première fois qu'une PME pouvait candidater seule à un projet qu'elle allait porter et pas du tout sous un format collaboratif. Et finalement, ce schéma-là, a été reproduit tout au long d'Horizon 2020 et reproduit également dans le cadre d'Horizon Europe, et plus particulièrement dans le Conseil européen de l'innovation. Le pilier 3, c'est 3 blocs. C'est le Conseil européen de l'innovation. Version anglaise, encore aussi, ça fait EIC. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément rodés à l'exercice, vous allez voir, vous allez falloir apprendre pas mal d'acronymes. Et parfois, on navigue entre les acronymes qui sont en version française et les acronymes qui sont en version anglaise. Donc, Conseil européen de l'innovation, l'acronyme version anglaise, c'est EIC. Ensuite, on a Écosystème européen d'innovation et Institut européen d'innovation et de technologie. À savoir, et ça a déjà été dit précédemment, globalement, même si les budgets ne sont pas arrêtés, le pilier 3, ça a été annoncé par M. Guerrier précédemment, finalement l'équivalent a été gonflé dans le cadre d'Horizon Europe et on est à peu près à 16% du budget, donc c'est un budget qui est loin d'être négligeable. Si on poursuit sur la compréhension du pilier 3, on a Écosystème européen d'innovation. Alors, c'est un petit budget, mais enfin un petit budget aux alentours de 500 millions d'euros. On a 2 axes sur les appels à projets. Il y a des appels à projets, ce qu'on appelle, on va dire, Connect, et d'autres qui sont plutôt Scale-up. Je passais rapidement, même si certains d'entre vous sont particulièrement concernés, on est autour de « je veux renforcer les écosystèmes ». En gros, il faut que j'ai des écosystèmes performants à différents niveaux, au niveau local, régional, national, pour être capable de mettre en musique et avoir un écosystème européen de soutien à la recherche et l'innovation suffisamment performant. Donc, il y a 2 axes, Connect et Scale-up. Au sein d'écosystème européen d'innovation, on va retrouver également un instrument qui est connu par certains d'entre vous, puisqu'il est, pour le coup, il est ancré dans l'histoire, il s'appelle Eurostars. Particularité, on est sur du bottom-up, c'est du petit collaboratif avec minimum de participants. Alors bien entendu, ce n'est pas 2 participants français, on est dans un contexte européen, donc c'est forcément 2 participants de 2 pays différents. Le leadership est assuré par des PME à forte intensité de R&D, projet maximum de 36 mois, commercialisation attendue 24 mois après la fin du projet. Et là, on est sur un financement un peu particulier, puisque c'est un financement qui est opéré
par un acteur national, pour la France et BPI-France, selon ses conditions de financement. Et ce sera la même chose si vous travaillez, si le consortium est composé d'une entreprise française et d'un labo allemand ou d'entreprise allemande, elle sera financée selon les conditions de son financeur national. Donc ça peut varier, bien entendu, d'un pays à un autre. Sur l'Institut européen d'innovation et de technologie, là, la volonté, c'est véritablement de renforcer la capacité d'innovation de l'Europe. Alors, il y a eu l'idée, et c'est pas nouveau, hein, ça débarque pas avec Horizon Europe, on est vraiment dans la continuité. Il y a la création de comités de la connaissance et l'innovation, ce qu'on appelle les KIC. Aujourd'hui, ce sont des KIC thématiques, donc avec un maillage territorial pour chacune d'entre elles. Climat, digital, inno-énergie, donc là, c'est de l'énergie, matières premières, santé, focalisé sur vieillissement actif et bonne santé, food, manufacturing et mobilité urbaine. Et sur les KIC, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a tout un élément de formation qui est assez important pour des entrepreneurs, pour des chercheurs. Donc, c'est un axe très important dans le cadre des KIC. Et puis également un soutien à l'exploitation commerciale. C'est-à-dire que ça ne finance pas de la recherche en tant que telle. En revanche, ça apporte un soutien qui est loin d'être négligeable pour l'exploitation commerciale. Ensuite, il y a le gros du morceau du pilier 3, qui est le Conseil européen de l'innovation. Il y a la volonté qui est assumée d'avoir un continuum pour accompagner des projets de rupture. Ça a été dit précédemment, ça doit être ambitieux et risqué par définition. Alors là, il y a des codes couleurs, mais qui sont des codes couleurs qui ne sont absolument pas du tout officiels. On a 3 outils, 3 instruments au sein de l'EIC. On a les Pathfinder. Là, il y a une ramification, les Pathfinder Open, donc qui sont des bottom-up, et des Pathfinder Challenges, où là, on répond à finalement un appel à projet, ou en tout cas, il y a des thématiques qui sont bien ciblées. On a une dimension transition et l'accélérateur, et puis après, je reviendrai sur la partie prix. Le Pathfinder, typiquement, ce sont des projets à bas TRL qui sont collaboratifs, qui sont donc du coup ancrés sur une vision long terme. On parle bien de rupture technologique, de risque élevé. Les Pathfinder Challenge, c'est du top-down, ça a déjà dit précédemment. On parle de thématiques, là, on parle d'hydrogène, de thérapie génique et cellulaire, de tissu cérébral, conscience, intelligence artificielle, de matériaux vivants. On est, et ça c'est, il y a quelques subtilités, par exemple sur Pathfinder Challenge, on sera potentiellement sur des subventions supérieures à 3 millions d'euros, on parle de 4 millions d'euros, mais globalement, on est sur du collaboratif minimum 3 partenaires, TRL 1 à 4, et sur des subventions maximales de 3 millions d'euros, voire plus sur les challenges. À noter que la notion de TRL, vous allez retrouver tout au long du programme, quel que soit le pilier d'ailleurs, hein, pilier 1, pilier 2, pilier 3, finalement, ça devient quasiment un élément essentiel dans la réflexion. Pour ceux qui ne sont pas rodés à l'exercice, c'est une échelle qui mesure la maturité des technologies. Typiquement, il y a le TRL 6, c'est la preuve de concept d'un point de vue technologique, et c'est souvent la bascule qui se fait en termes de financement. Transition, c'est du bottom-up. Il y a l'idée de se dire, il y a des projets qui sont arrivés à TRL 4, il y a besoin de leur faire franchir un gap en termes de compréhension et de vision du marché. On peut parler de bout de développement, mais c'est plutôt de s'affirmer d'un point de vue marché. Finalement, on a développé une techno, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire et quelles sont les trajectoires et quel est le business plan qu'on peut imaginer. Là, pareil, on est sur un mode subvention, maximum de 2,5 millions d'euros, TRL 4 à TRL 5 à 6 en arrivée. On peut être sur du monobénéficiaire comme du collaboratif, mais qui est capé à 5 partenaires. L'accélérateur, c'est ce qu'on appelait instrument PME en début de programmation à juin 20 et qui s'appelle maintenant ici accélérateur pilote sur à juin 20. On a 2 axes, un bottom-up et un top-down. Bottom-up, c'est typiquement du scale-up. Le top-down, c'est aussi du scale-up, mais thématisé avec digital et Green Deal. C'est un instrument qui est bien particulier, qui a du coup été testé dans le cadre H2020, c'est qu'on n'est pas sur un mode subvention, tout subvention, ça peut l'être, mais avec un caractère dérogatoire. On est sur un mode blended. Alors derrière, le blended, c'est quoi? C'est la subvention maximum à 2,5 millions d'euros et également une intervention en equity. Donc ça veut dire que vous avez un fonds qui a été mis en place par la Commission européenne qui va devenir un investisseur ou un co-investisseur à vos côtés. Et l'intervention peut se faire de 500 000 euros à 15 millions d'euros en equity. Et on l'a vu sur Horizon 2020, on a des projets notamment français, dont un, je crois, qui est basé dans les Hauts-de-France, où l'intervention s'est faite à 15 millions d'euros en equity. Voilà. La partie subvention va s'appliquer sur des TRL 5-6 à TRL 8. On n'applique pas, la Commission européenne n'applique pas un mode subvention sur des TRL plus élevés, donc les TRL 9, puisque ça s'arrête à la TRL 9. Par contre, la partie equity peut très bien venir cofinancer les activités sur des TRL 5-6 à 8.
Particularité dans le cadre d'Horizon Europe, ce qu'on voit dans le programme de travail, même si on n'a encore qu'une version draft, hein, ce qui est ciblé, bien entendu, c'est les startups, on va dire tout ce qui est deep tech, on est dans cette mouvance-là, et les lauréats précédents le démontrent bien. On parle bien entendu de PME, dans des cas un peu isolés et sous caractère dérogatoire, des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire de moins de 500 salariés pour y candidater. On parle également d'individus, ou en tout cas d'équipes projet, à voir comment ça se formalise, parce que de toute manière, se posera très rapidement la question de s'il y a de l'investisseur, il faudra forcément qu'il y ait une entité juridique qui soit capable d'accueillir les investisseurs. Et la partie prix, on est sur du top-down, on a des thématiques, e-capital, les femmes innovateurs, les achats innovants, innovation sociale, etc. Donc voilà sur le gros de Conseil européen d'innovation. Alors, des révolutions, évolutions, on l'interprète comme on veut, finalement, c'est l'angle d'attaque qu'on veut bien apporter. On parle de managers de programme, ce qui est un peu nouveau aussi, c'est-à-dire qu'il y a des managers de la Commission européenne, donc salariés de la Commission européenne, qui auront la vocation de gérer des portefeuilles de projets et de cohérence de gestion de portefeuille de projets. Il y a la création du fonds d'investissement EIC, qui a déjà eu lieu dans le cadre d'Agenda 20 en fin de programmation, le renforcement du volet communauté de l'EIC, il y a l'idée de se dire, OK, il y a des lauréats, mais ces lauréats, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance, et finalement, ça va former une communauté EIC avec de l'accompagnement tout au long de la vie des projets. Et plus particulièrement sur l'accélérateur, on a, hormis sur l'EIC Accelerator version challenge, le reste, c'est il n'y a pas de cut-off, donc c'est au fil de l'eau. Habituellement, on avait 4 cut-off par an, soit H2020, c'est-à-dire des dates d'appel à projet. Là, il n'y a plus de cut-off, donc ça se fait au fil de l'eau. Particularité aussi, ça c'est une nouveauté, on peut parler de resoumission. Dans H2020, on parlait de resoumission ad vitam aeternam. Là, il y a une période de cool-down, c'est-à-dire que dans certains cas, on n'aura pas l'autorisation de resoumettre. On aura une certaine durée. Il y a un pré-dépôt, un pré-filtre, donc c'est une version allégée, c'est-à-dire que c'est un dossier de 5 pages, c'est ce qu'on appelle un pitch deck, donc c'est une présentation de 10 slides maximum, et également une vidéo qui peut accompagner la présentation du projet. Et à chaque étape, il y a un go et un no-go. Donc, pré-filtre, je regarde, c'est intéressant, go, on peut continuer. Donc, ce cas-là, on est autorisé à déposer un dossier. Il y a tout un volet qui est en train de mise en place sur l'accompagnement, sur un coaching sur cette période de dépôt. Pareil sur un soutien en matière d'intelligence artificielle sur le challenger le projet finalement. Là, il y a un go et no-go également. Pareil sur l'évaluation du dossier, go et no-go. Audition devant un jury, un panel d'experts. Et si le jury dit OK, là, on se retrouve sur un financement. Comme sur les autres piliers, les autres instruments, on est sur 3 critères qui ne changent pas véritablement par rapport à ce qu'on a connu dans H20, excellence, impact, implémentation et qualité de mise en œuvre, et finalement, plus particulièrement, le besoin de financement nécessaire que recherche l'entreprise ou le porteur de projet et le niveau de risque. Et bien entendu, entre Pathfinder et l'accélérateur, il y a finalement un potentiomètre. Les coefs ne sont pas les mêmes en fonction des critères. Et pour terminer, pour ne pas être trop bavard, je le suis, voilà. Pardon. Merci Jérôme, effectivement, j'allais vous dire, pour les entreprises qui nous regardent, voilà, je sais que vous avez quelques messages et quelques conseils à passer et je vais vous demander de le faire assez rapidement pour qu'on puisse respecter notre timing. Je le fais rapidement. Oui, alors le message déjà, c'est que très souvent, à juste titre, quelque part, on parle des taux de succès à l'Europe. Oui, ce sont des taux de succès qui peuvent paraître faibles, mais dans les faits, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, même si, admettons, vous n'êtes pas lauréat, c'est ultra structurant de préparer ce type de projet. C'est structurant, alors un peu moins financièrement, puisque vous n'avez pas accès à un financement, mais il y a une certaine forme de reconnaissance, et tout ce que vous avez pu bâtir un business plan, forcément, ça vous servira dans des perspectives peut-être d'autres levées de fonds ou de monter des projets collaboratifs sur des piliers, puisque c'est mon deuxième point sur la slide qui apparaît. Des opportunités côté PME sont à saisir dans tous les piliers. Là, on focalise sur le pilier 3, mais le gros du budget, ne l'oublions pas, ça a été évoqué précédemment, c'est le pilier 2. Il y a des projets collaboratifs sur le pilier 2 dans lesquels les PME ont toute leur place. Et dans certains cas, peuvent également être chefs de file. Et c'est là où on se retrouve avec 2 approches. Une approche très volontariste en disant, voilà ce que je veux mener comme projet, et auquel cas je vais trouver la bonne fenêtre ou le bon appel à projet pour y candidater. Et puis, on peut être aussi dans une approche qui est complémentaire, c'est donc le « et où ». Opportuniste, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est quoi? C'est un pool de compétences, des compétences à faire valoir, et l'idée, c'est d'être aussi embarqué dans certains consortiums qui sont en cours de montage. Et bien entendu, on parle de cluster, de mission, on parle d'instruments, il y a aussi l'idée de se dire il faut penser techno et ou domaine d'application. Derrière, des fois, des termes peuvent se cacher, des opportunités qu'on ne distingue pas au préalable. Voilà.
J'étais un peu bavard, je suis navré. Merci beaucoup Jérôme pour le partage de votre expérience et on va retrouver maintenant nos 4 intervenants pour la session de questions-réponses, questions qui ont été posées via donc l'onglet questions de l'outil de webinaire et pour cela je vais accueillir sur le plateau Louise Vigneault. Alors Louise, est-ce qu'on a eu beaucoup de questions ? Oui, on a eu beaucoup de questions. On voit que le programme suscite beaucoup d'intérêt. Beaucoup de questions ont été répondues déjà directement dans l'onglet questions. Et bien sûr, comme c'est précisé fréquemment, effectivement, on vous encourage à prendre contact aussi avec nous et puis avec les référents Europe aussi de vos structures respectives pour vous faire accompagner vers ce programme qui est, on le voit, extrêmement intéressant, ambitieux mais complexe. Alors, peut-être une première question d'ordre général. Elle peut se poser, je pense, à tous les intervenants. Il y avait une question qu'on a trouvée effectivement vraiment intéressante. C'était en fait d'expliciter un petit peu le lien entre les 5 missions qu'on a mentionnées au début et les 6 clusters. Comment s'articulent en fait ces 2 notions ? Je ne sais pas qui souhaiterait répondre à cette question. Je peux essayer. Pas facile. Allez-y, Pierre. Mais voilà, Emmanuel et les collègues le compléteront. Alors en fait, dans les missions, effectivement, ça, comme on l'a dit, en fait, c'est des actions qui se veulent être transverses, avec un impact social, avec un impact identifié, quantifiable, etc. Alors en fait, clairement, il va avoir probablement, alors déjà c'est en construction, comme vous avez compris, hein, donc tout n'est pas figé aujourd'hui. Il y a des actions qui sont des actions de recherche-innovation et qui servent finalement ces missions. Typiquement, pour en prendre une que je connais un peu mieux que les autres, sur la mission ville durable, clairement, il y aura des actions de recherche-innovation passant par des projets collaboratifs qui seront inscrits dans des clusters et qui auront probablement un peu ce flag, on va dire, mission, qui aideront finalement à l'atteinte des objectifs de la mission. Là, par exemple, ce sera sur le cluster 5. Parce qu'on voit finalement que certaines missions ont vraiment elles ont beau être transverses, elles ont un centre de gravité qui peuvent être dans un cluster. Et il y aura également des actions, et c'est probablement l'essentiel de la mission, il y aura des actions où finalement on aura un grand objectif, mais on va dire qui sera relativement dissocié des appels à projets tels qu'on en a parlé jusqu'à présent, avec une dimension impact, peut-être moins recherche-innovation, mais une grande dimension impact, quasiment du déploiement sur des solutions innovantes. Voilà. Et c'est ce volet-là qui est vraiment stratégique et qui est en cours de construction aujourd'hui. C'est pas facile parce qu'il y a d'abord, ça dépend des missions. Toutes les missions ne s'inscrivent pas exactement sous les mêmes instruments, par exemple, et puis elles sont pas toutes bien définies également. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question, Louise ? Oui, alors on a eu aussi également une petite question de précision pour Marie Gompel. Il y a une question pour avoir plus de précision sur le terme de mobilité intersectorielle. Oui, alors c'est un terme qu'on utilise effectivement dans les projets, les actions Marie Sklodowska-Curie. Ça implique que, par exemple, parlons d'un doctorant dans le cadre des programmes doctoraux des actions Marie Sklodowska-Curie. C'est un doctorant qui peut être qui peut réaliser sa thèse dans un laboratoire académique d'une université et qui va aller passer du temps dans des entreprises dans le cadre de sa formation doctorale. Donc, ce qu'on entend par intersectoriel, c'est qu'on passe du secteur académique au secteur privé, mais ça s'entend également dans le temps qui peut être passé aussi dans au sein de la société civile. C'est ce terme d'intersectoriel, voilà. Peut-être que ce n'était pas le terme qui était le plus parlant pour l'ensemble des personnes, je le regrette.
Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Louise, on peut peut-être préciser que suite à cet événement, effectivement, je pense que ça a déjà été partagé au tout début de la session, mais on le repartagera encore une fois après. On vous préparera un petit FAQ et un petit glossaire en fait, des termes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a un petit peu de jargon qui est utilisé aujourd'hui, même si on fait notre possible pour l'éviter. Et voilà, il y aura ces documents qui vous aideront à peut-être comprendre un petit peu mieux tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline. Il y avait également une question, peut-être pour, je pense, pour Jérôme Billet. Comment entrer dans les KIC lorsque l'on est une PME ? C'est une bonne question. Eh bien, en fait, les KIC, c'est des choses, c'est des plateformes, plateformes pas au sens dématérialisé du tout, on n'est pas sur Zoom. Donc, il y a des vrais gens, il y a des vraies personnes derrière. Vous allez sur les sites des KIC, tout simplement, et on les retrouve d'ailleurs dans pas mal de salons, de conventions d'affaires. On pourra faire passer, je pense, par les organisateurs les liens des différents KIC. Et il ne faut pas hésiter, en fonction de projet, bien entendu, la thématique que vous portez, de rencontrer les KIC en direct. Donc, vous les sollicitez tout simplement, vous leur demandez un rendez-vous. Si vous avez sur chacune des KIC, en règle générale, un référent et une tête de pont pour le niveau français, donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais passer à une question suivante. Une question pour Monsieur Paco. Quelle est la raison, la justification stratégique d'avoir mis le ferroviaire dans un programme à part ? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, en 2 mots, sur les mobilités ferroviaires et aéronautiques, ce sont des écosystèmes qui sont très bien installés, avec des objectifs qui sont communs finalement à toute la filière. On ne se cherche pas en fait sur les objectifs, contrairement à d'autres domaines. Typiquement, par exemple, sur le véhicule autonome, c'est un peu plus flou encore aujourd'hui. Donc, sur ces 2 sujets-là, il y a un partenariat institutionnel qui est en gros, on va dire, une entreprise commune avec tous les majors, on va dire, du secteur qui travaillent ensemble avec des objectifs en commun. Et sur la partie aéronautique également, il y en a même 2 sur la partie aéronautique. Donc là, c'est vraiment le bon espace pour travailler ensemble avec des appels à projets qui ressemblent un peu aux appels à projets qu'on a présentés en cluster. Alors, on n'a pas le temps d'en parler là, et puis en plus, la feuille de route n'est pas encore bien établie. Mais donc, sachez que sur la partie ferroviaire, il y a également des appels à projets, mais dans ce partenariat qui s'appelle Transforming Europe's Rail System. Alors, il se trouve que sur la partie aviation, vous posez peut-être la question, mais si jamais il y a un partenariat institutionnel sur la partie aviation, pourquoi on a parlé ici aviation ? Parce que c'est pour des raisons un peu historiques et des raisons aussi quelquefois de budget, mais les appels amont, en dehors de l'avion zéro émission, ou à faible émission en tout cas, ces actions-là, on va dire, elles sont un peu plus prospectives et elles ont peut-être un peu plus de sens d'être aujourd'hui dans le programme de travail, ce qui est tout à fait discutable. Hein, voilà. Donc, voilà, ayez en tête que le ferroviaire n'est pas oublié, mais effectivement, il n'est pas dans le programme de travail comme, on va dire, comme d'autres sujets un peu moins aboutis, un peu plus amont, un peu plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y avait également une question relative notamment au budget prévisionnel des différents outils dans le cadre du pilier 1. Alors la question est un peu compliquée car on sait que les budgets aujourd'hui d'Horizon Europe ne sont pas complètement arrêtés. Mais Marie, est-ce que vous auriez déjà une idée de la répartition, quelques éléments de réponse à nous apporter par rapport à cette question, s'il vous plaît ? Alors, la question des budgets, elle est encore en cours de discussion, vous l'avez compris, parce que le budget définitif n'est pas complètement arrêté. C'est pas une question sur laquelle je suis très à l'aise parce que je pense que les choses bougent encore et il y a d'ailleurs encore beaucoup de mobilisation du côté des responsables des programmes. Je suis particulièrement le programme ERC puisque je suis point de contact national du Conseil européen de la recherche et Jean-Pierre Bourguignon, qui est le président du Conseil scientifique par intérim, plaide beaucoup pour défendre justement le budget de ce programme. Et on voit que d'autres structures, je ne veux pas utiliser le terme de lobby, mais il y a des influences de représentants d'autres organismes qui vont vouloir plutôt privilégier le programme. Tout ça pour dire qu'il y a
quand même encore de l'argent qui est un petit peu mis sur la table aussi, compte tenu de l'actualité. Et l'idée, c'est de savoir comment vont être fléchés ces milliards supplémentaires. Voilà, je ne peux pas vous en dire tellement plus sur une répartition définitive des budgets. Ce qui est arrêté, c'est les budgets par instrument, c'est-à-dire qu'on sait que pour chaque appel à projet, on a quand même déjà une idée de la manière dont ça va être financé. La question, l'arbitrage, ça sera sur le nombre. Et de toute façon, le programme de financement, il sera arrêté qu'au printemps 2021, selon mes informations. Donc, il y a encore un temps de négociation pour valider le budget. Je vais peut-être laisser mes collègues compléter plus précisément. Merci beaucoup Marie. Je pense que la question portait sur le pilier 1, donc vous avez parfaitement rempli le contrat. On va clôturer cette session de questions-réponses. Merci Louise, et j'en profite une nouvelle fois pour remercier nos 4 intervenants, nos 4 experts. Merci à vous d'avoir répondu présent pour cette journée de lancement du programme Horizon Europe en Hauts-de-France. Je vous propose à vous qui nous regardez de répondre à un 3e sondage. Donc rendez-vous dans l'onglet sondage de l'outil de webinaire pour savoir un peu quel est le pilier qui vous a tapé dans l'œil. Alors attention, il y a peut-être un petit piège. Voilà, je vois qu'il y a des réponses en direct et on a beaucoup d'intérêt pour le pilier 2. Forcément, c'est aussi celui qui est le plus important en termes de budget et de thématique. Alors nous arrivons au terme de la 2e partie de ce webinaire où nous avons répondu à la question de que va financer l'Europe dans le cadre de ce programme Horizon Europe. Je rappelle que ce programme il va couvrir les 7 prochaines années, donc de 2021 à 2027. Mais finalement, comment faire concrètement pour participer au programme Horizon Europe? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous pour la dernière partie de ce webinaire. On y parlera également de comment vous préparer pour être prêt au moment de la publication des appels à projets. À tout de suite pour faire décoller vos projets européens.